Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Samuel Etienne. Je suis breton. Mais ma petite sœur vit à Tours depuis une quinzaine d'années, donc je connais un peu la région. J'avais un rêve d'enfant, ce qu'on appelle une vocation, qui était de devenir journaliste. Quand j'étais petit, j'étais stressé et très anxieux du métier que je ferais plus tard. Et mes parents m'offraient des livres sur les métiers. C'est les livres qu'on donne aux enfants pour qu'ils puissent se projeter. Et donc je changeais d'idée tous les jours. Et un jour, je tombe sur une image, un dessin où je vois un petit bonhomme dans une pièce avec une machine à écrire et des feuilles de papier sur lesquelles il tapait des choses et une fenêtre ouverte sur le monde et c'était marqué journaliste. Et ce monsieur, il mettait des mots sur ce qui se passait dehors. Je dis waouh, ça c'est un super métier. Et je me suis dit, plus tard je ferai ça. Et alors après, j'ai eu d'autres envies. J'ai voulu faire des études qui m'éloignaient un peu du journalisme parce que j'ai eu d'autres envies. Et finalement, vers l'âge de 22-23 ans, je me suis dit, ma vie n'avait pas trop de sens. Je me cherchais un petit peu, comme on se cherche souvent, ou jeune, ou à d'autres moments de la vie. Et je me suis raccroché à cette idée. Je me suis dit, finalement, et si ton histoire, elle passait pas par ce rêve d'enfant, quand tu voulais devenir journaliste. Et puis j'ai fait un stage à Ouest France, Laval, précisément, et là, la révélation, je dis waouh, c'est tout ce que j'aime. Écrire, lire, rencontrer des gens, poser des questions. Et en fait, c'est vraiment une révélation. Et puis là, a commencé l'histoire, qui m'a emmené d'abord en presse écrite, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas une plume extraordinaire. J'écrivais pas forcément. Je la trouvais pas folle. Ce que j'écrivais était pas. Et puis j'ai découvert la radio. Et la radio, il y avait cette écriture un peu différente, audiovisuelle, qui joue aussi sur le rythme de la phrase, ce que je suis en train de faire, là, les silences, l'intonation de la voix. Il y avait un petit côté de jeu que je trouvais assez amusant, j'ai adoré. Et puis quelques années plus tard, j'ai découvert la télévision, la puissance de l'image, et je me suis surtout rendu compte que devant une caméra, j'étais pas stressé, au contraire, j'étais un peu comme si j'étais tout seul. Et finalement, on parle à des milliers, ou voire des millions de personnes parfois. Mais en fait, vous parlez à une caméra, vous parlez à un assemblage de plastique et de métal et de lentilles. Et finalement, moi, je me racontais des histoires d'actu sans me rendre compte que derrière, il y avait des personnes. Là, par exemple, je parle à des vrais gens, vous, et c'est plus compliqué. Enfin, à une époque, c'était plus compliqué, maintenant j'ai l'habitude. Voilà, de glissement en glissement, je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui, avec, il y a quelques années, il y a 10 ans, une proposition un peu étonnante de devenir animateur. En France, on aime bien que les gens soient dans des cases et qu'ils y restent un peu, parce que c'est un peu rassurant. Mais moi, on m'a proposé de devenir animateur, et qui était un peu une aventure étonnante. C'est-à-dire de journaliste à animateur, c'est deux métiers différents. Ah, super. Je peux en prendre un? Ah, j'adore. Ça, j'aime bien bouger. Et donc, on me propose cette aventure en me disant, mais est-ce que tu veux pas présenter Question pour un champion? Et ça ne se refuse pas, c'est un jeu mythique, c'est un jeu incroyable. Et je me suis dit, tiens, encore une nouvelle aventure, et de glissement en glissement, je vais essayer ça. Et ça m'intriguait, en fait. Et c'est un nouveau métier que j'ai dû apprendre, d'ailleurs. Sauf qu'à l'époque, on m'a dit, même des gens très sympas et qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont dit, c'est formidable cette aventure, mais évidemment, le journalisme, c'est fini pour toi. Parce que tu peux pas être journaliste et devenir animateur, tu peux pas être journaliste et animateur. Et je dis, ok, j'entendais ce discours, notamment qui a fait qu'à France 3 à l'époque, on m'a dit, écoute, tu vas présenter Question pour un champion, mais tu vas arrêter le JT le midi sur France 3. Ce que je trouvais normal. On peut pas faire un JT le midi sur une chaîne et animer un jeu, même super sérieux, même super ambitieux, super exigeant, le soir sur la même chaîne. Donc j'ai fait ça. Mais avec la petite idée de très vite dire aux gens que j'étais devenu animateur, mais j'étais toujours journaliste et que ma vocation, ma passion d'enfant, c'était ça, c'était le journalisme. Et très vite, j'ai refait du journalisme, d'abord à Europe 1, et puis ensuite à France Info, où ils m'ont proposé d'incarner la matinale de France Info en télé il y a quelques années. Et donc, j'ai réussi à imposer cette idée qu'on pouvait être devenu animateur, mais être toujours journaliste, l'important étant de ne pas confondre les métiers. Et quand je suis animateur, je suis animateur. Et quand je suis journaliste, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes règles, mais les gens sont intelligents, le téléspectateur est intelligent, et lui, il sait faire la différence, et il sait quand je suis animateur et que je suis journaliste. Donc ça, c'est un peu mon parcours, mais c'est pas tellement pour vous parler de moi que je suis venu ici, c'était pour vous parler surtout de ça. Parce que là, on est à un moment clé, crucial, qui est on n'a jamais eu autant de sources d'informations, de propositions d'informations, de médias, et pourtant, le risque est qu'on soit mal informé. À une époque, que les plus anciens ici, dont personne n'est assez âgé pour avoir connu ça, il n'y avait qu'une télé. Et puis, il y avait quelques médias, il y avait le journal du coin. Si, certains? Non.
Et aujourd'hui, on a toutes ces chaînes, on a tous ces journaux, toutes ces radios, toutes ces sources sur Internet. On a ces comptes Instagram qui veulent nous informer, ces comptes Twitter qui veulent nous informer, ces chaînes YouTube qui veulent nous informer, ces chaînes Twitch qui veulent nous informer, etc., etc. Puis demain, il y a de nouvelles plateformes qui vont naître et il y aura d'autres créateurs de contenu. On n'a jamais eu autant de sources d'infos. Et la difficulté n'est pas d'être informé, c'est de choisir les bonnes sources d'infos. Parce qu'il y en a plein. Et ça, c'est compliqué, ça, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de manuel, en fait. Parce que qu'est-ce qui définit une bonne information? Ça, c'est compliqué. Voilà. Les journalistes, même nous-mêmes, on en débat beaucoup. Voilà. Donc, on est à ce moment clé, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Notons d'ailleurs qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont confrontés à cette question de savoir, le risque d'être désinformé. Quel que soit son âge aujourd'hui, jeune ou moins jeune, il y a ce risque en permanence parce qu'on a cliqué sur le mauvais lien, parce qu'on a fait confiance sans faire attention à une source d'info qui ressemble à une source d'information sérieuse et rigoureuse, d'être désinformé. Je vais faire un parallèle avec les cyberattaques, enfin la cybercriminalité, les cyberarnaques. Récemment, j'ai bossé sur le sujet avec un Ludoc, qui est un créateur sur YouTube, qui a fait un doc là-dessus. Et lui, à l'issue de son enquête, il a rencontré plein de gens spécialistes de la lutte contre les cyber-arnaques. Vous savez, les mails qu'on reçoit un peu bizarres, les SMS de sa banque, etc. Et en fait, c'est pas la banque. Alors, c'est un lien, c'est un SMS, etc. Et avant, on les voyait assez facilement, ces arnaques, parce qu'il y avait plein de fautes d'orthographe, c'était assez mal foutu. Voilà. Mais aujourd'hui, les arnaques qui nous parviennent, par mail ou par SMS, elles sont très propres. Il n'y a plus de fautes d'orthographe. Les sites sont quasiment des copies miroirs des sites. Vous pouvez demain recevoir un coup de fil sur votre téléphone. Je pense que vous le savez, j'espère que vous le savez. C'est le numéro de votre banque qui s'affiche. Mais ce n'est pas votre banque. C'est un gars qui arrive à vous appeler avec le numéro de votre banque. Voilà. Et donc, n'importe qui peut être touché. Il y a des gens très, très, très au courant de tout ça et qui racontent régulièrement dans l'actualité que oui, ils se sont fait attraper, ils pensaient que c'était leur banque et ils ont cliqué sur le lien, ils ont donné leur numéro de carte bleue, voilà. Et donc, et le conseil que donnaient ces spécialistes en lutte contre les cyberarnaques, c'est en cas de doute, vous cliquez pas et surtout en cas de doute, vous vous arrêtez. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ne jamais l'arnaqueur, il joue sur la précipitation. Voilà. Il vous fait croire qu'il faut agir vite. Voilà. Ça peut être arnaquer un comptable dans une entreprise, ça peut être arnaquer quelqu'un sur compte bancaire. Il va vous faire croire qu'il faut agir vite parce qu'il y a danger, parce que quelqu'un est en train de pomper votre compte. Voilà. Dès que quelqu'un vous tient ce discours-là qu'il faut agir vite, c'est un signal d'alarme. L'info, c'est un peu ça aussi. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se faire désinformer, malgré l'esprit critique, malgré la rigueur qu'on peut avoir, malgré la prudence, parce que de plus en plus, il n'y a rien qui ressemble plus à une source fiable d'information qu'une source qui n'est pas fiable d'information. Donc là, on est face à un truc qui est très compliqué. Ça, c'est pour le constat. Parallèlement, on a, depuis quelques années, des baromètres qui nous parlent aussi du rapport des Français et des Françaises aux médias. Et alors là, il y a un baromètre qui sort à l'occasion des assises du journalisme chaque année. Il y a aussi une opération qui s'appelle le Printemps de l'esprit critique qui, depuis 5 ans, tous les ans, sort un baromètre sur le regard des Français sur les médias. Et il y a un journal qui s'appelle La Croix, qui est un très bon journal, qui tous les ans sort aussi une enquête sur la relation de confiance, et plutôt d'ailleurs de méfiance, voire de défiance des Français vis-à-vis des médias. Et ces enquêtes, elles disent quoi? Elles disent que les Français, ils ont un rapport ambivalent aux médias, c'est-à-dire qu'ils sont critiques, ils pensent que les journalistes sont sous influence des politiques, sous influence des puissances économiques, qu'ils font leur travail plus ou moins sérieusement, avec plus ou moins de rigueur, et donc il y a ce sentiment de défiance qui est là, et en même temps, il y a des choses assez paradoxales, qui est de voir que, par exemple, les Français s'informent de plus en plus sur Internet, mais quand on leur demande de classer les sources d'infos par ordre de fiabilité, ils mettent malgré tout les médias traditionnels en haut, le JT, le journal local, enfin le journal régional, le journal national, et les sources d'information sur Internet, beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'on les consomme, mais on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui connais bien les deux univers, parce que j'ai la chance d'être sur Twitch depuis 5 ans, j'ai l'impression que nous, médias traditionnels, il y a un truc qu'on a mal fait. Il y a une défiance. Quand vous parlez aux Français des journalistes, notre image, elle n'est pas folle. Quand on fait des sondages sur les métiers,
journaliste politique, c'est à peu près la même popularité, quoi. C'est pas fou, quoi. Et moi, de l'intérieur, longtemps, j'en ai souffert. C'est parce que moi, ce métier, je le trouve beau, j'en suis fier. Il est essentiel dans une démocratie. En 30 ans, les journalistes que j'ai croisés, peut-être que j'étais dans les bonnes rédactions, mais c'était des gens sérieux, rigoureux, passionnés de leur métier, qui n'étaient pas influencés par les puissances de l'argent, qui n'étaient pas influencés par les politiques, qui étaient indépendants, qui étaient rigoureux, qui se posaient des questions sur leur métier. Alors peut-être que j'étais dans les bonnes rédactions, mais j'ai pas vu tous ces mots dont on nous accuse. Alors peut-être, mais je fais peut-être partie du problème aussi. Vous voyez, je suis dedans. Alors peut-être que je vois pas. Et là, je me suis dit un truc récemment. Je me suis dit, on a péché par manque de transparence. Nous, on est fiers de notre métier. On a conscience du rôle important qu'on joue, parce qu'une société où il n'y a pas d'information rigoureuse, claire, indépendante, ben c'est très dangereux. Hein, ça peut avoir des conséquences sur politique, par exemple, fâcheuses. Donc on est assez conscient de tout ça. Et on fait globalement plutôt bien notre métier, en tout cas c'est mon sentiment, mais on ne dit pas comment on travaille. C'est très caché, c'est très mystérieux. Comment on choisit nos sujets? Pourquoi on choisit tel sujet et pas celui-là? Pourquoi on choisit d'en parler comme ça? Qui sont nos contacts? Est-ce que des gens nous appellent pour faire pression sur nous? Est-ce qu'on reçoit des coups de fil des entreprises ou des politiques? On raconte pas comment on travaille. Et je pense que ce manque de transparence, il nous a joué des tours, il a joué sur notre image. Et l'une des façons dont nous, médias traditionnels, donc journaux, télé, radio par exemple, pour faire simple, pourraient regagner un peu de confiance des Français, c'est ça, c'est de montrer comment on travaille, montrer comment les sujets sont choisis, montrer comment se passe une conférence de rédaction, qui est un endroit un peu étrange où les journalistes de la rédaction se réunissent et parlent de ce dont on devrait parler. Et c'est passionnant de voir comment les journalistes entre eux ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'on imagine qu'une rédaction, c'est un groupe humain homogène et tout le monde est d'accord sur ce qu'on doit faire. Pas du tout. Entre nous, on n'est pas d'accord du tout. Et on en discute et on en débat. Et je pense que si les Français voyaient ces méthodes de travail, comment on vérifie une info, les coups de fil qu'on passe, comment parfois c'est le confrère dans le bureau à côté qui se penche sur son travail, comment l'article il est relu par d'autres personnes de la rédaction, qu'il y a tout un process qui essaye d'arriver à une information de qualité. Donc je crois qu'il y a eu un défaut de transparence sur lequel on doit travailler. Donc, pour boucler sur la question du risque de désinformation, de la multiplication des sources d'infos et les médias traditionnels, à la question qui m'est souvent posée, notamment par les jeunes à qui je parle le matin sur Twitch, enfin je dis les jeunes entre 18 et 35 ans, quoi. Et on me dit, mais aujourd'hui on s'informe où? Il y a trop. Je m'informe où? Où est-ce que je peux avoir une information de qualité? Ou alors, parfois plus naïvement, on me dit, c'est quoi le meilleur journal, Samuel? C'est quoi le journal le plus neutre? Et là, j'explique que cette réponse, elle est très compliquée. Moi, ma conviction, mais elle est très personnelle, très subjective, c'est qu'une des meilleures sources d'infos aujourd'hui, c'est la presse écrite. Alors c'est paradoxal, non mais merci d'applaudir. C'est paradoxal parce que moi, j'en ai fait très peu et je suis un journaliste de l'audiovisuel. Mais on a la chance d'avoir une presse quotidienne nationale, les La Croix, les Le Monde, les Libé, le Figaro, l'Humanité, les Échos, l'Opinion, etc., le Parisien, dont je connais le fonctionnement. C'est des rédactions de plusieurs centaines de journalistes parfois. Le Parisien, le Figaro, Libération, c'est à chaque fois, c'est plusieurs centaines de journalistes. Et c'est un travail collectif. C'est pas une personne toute seule, chez soi, qui peut faire certes un bon travail, mais qui n'est pas dans un collectif. Le collectif, quelque part, il assure aussi la surveillance, il assure des process. Voilà. Et donc, on a une presse quotidienne nationale de qualité, on a une presse quotidienne régionale de qualité, sans compter la presse magazine. On a une des presses magazines les plus riches du monde, hein, parce qu'on aime bien le débat en France, tout ça. Donc, il y a une presse, notamment Newsmag, importante. Et puis la presse qui n'existe que sur Internet, un média comme Mediapart est un média de qualité, mais qui n'existe que sur Internet. Donc, moi, c'est les médias que je vends. Voilà. Dans la télé, il y a quelque chose de la puissance de l'image qui parle parfois plus à l'émotion qu'à la raison. La radio, c'est formidable aussi, mais voilà, moi, je suis un amoureux de la presse écrite. Et donc, le matin, je fais ça. Je fais pendant 3 heures. Pendant 3 heures tous les matins, je fais une revue de presse depuis 5 ans où je lis tous ces journaux. Je fais une sélection des infos qui me semblent les plus importantes. En ce moment, on est beaucoup sur le Moyen-Orient et sur l'Iran, bien sûr. Je vous rappelle que ce soir expire un ultimatum du président Trump, qui aime bien donner des ultimatums, mais qu'on donne souvent. Mais à partir duquel, si le détroit d'Ormuz n'est pas libéré, il est censé littéralement raser l'Iran, si on croit ces mots au premier degré. Donc voilà, en ce moment on parle beaucoup de ça, et puis on parle ce matin on a parlé aussi de l'inquiétude des Français vis-à-vis des prix des carburants.
Voilà. Donc je prends 7, 8 infos tous les jours, politique, internationale, éco, sciences, tech, etc. Et je choisis souvent sur une info plusieurs articles pour montrer que sur une même information, les regards vont être différents. Un édito de l'UMA sur, je ne sais pas, par exemple, ce qui s'est passé à Saint-Denis là, récemment avec l'élection d'un maire noir et toutes les choses qu'on a pu entendre sur certains médias, des mots qui ont été mal compris ou volontairement mal compris, et une manifestation à Saint-Denis contre le racisme en France, le regard de tel journal va pas être le même que tel journal. Donc, je vais leur montrer que sur une actu, les regards peuvent être différents, que selon le journal, on va pas mettre les mêmes infos en avant, et que derrière tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de biais. Que tous ces médias, aussi neutres, rigoureux, honnêtes veulent-ils être, sont pleins de biais, conscients ou inconscients. Parfois conscients, avec une éditorialisation affichée. Libération est un journal de gauche qui se proclame comme un journal de gauche. Le Figaro est un journal conservateur et libéral. Quand vous parlez aux journalistes du Figaro, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent, en tout cas de la ligne éditoriale du journal. La Croix est un journal qui a inspiré des valeurs catholiques et chrétiennes. L'Humanité est un journal qui ne cache pas son engagement communiste. L'Opinion est un journal qui est très proche, libéral, très proche des grandes entreprises. J'aime bien quand les biais, ils sont visibles, ils sont assumés, c'est écrit, il suffit de lire, il n'y a rien de caché. Et puis il y a aussi les biais qui sont inconscients, voilà. Selon de l'endroit où on parle, selon du pays où on est né, selon ses rencontres, ses lectures, sa sensibilité, on va avoir des biais, et ceux-là ne sont pas conscients. Et mon discours le matin, c'est, voilà, notre travail de citoyen, c'est d'essayer de s'informer, auprès des sources de la meilleure qualité possible, tout en ayant conscience des biais des médias qui nous parlent, conscients et inconscients, et de nos propres biais. Voilà. Et de multiplier, si possible, si on en a le temps, les sources d'information, pour ne pas s'enfermer dans une bulle informationnelle qui ferait qu'en consommant tous les jours le même journal, par exemple, imaginons, j'ai une sensibilité un peu de gauche, imaginons. Je lis Libé tous les jours, ou alors je suis plutôt conservateur et je lis le Figaro tous les jours. 2 médias de qualité. Mais si vous ne lisez que ce journal, vous allez voir vos propres biais, parce que vous avez plaisir à lire ce journal, c'est quelque part vous vous retrouvez un petit peu dans ces valeurs, vous allez voir vos propres biais confirmés finalement, et vous allez finir par penser que tout le monde pense comme vous, ou pire, que tout le monde devrait penser comme vous, puisque vous pensez ça, et votre journal pense comme vous, donc voilà. Alors moi, ce que je dis le matin à mes jeunes viewers, c'est s'ils le peuvent, un jour d'acheter l'UMA, et ils seront surpris, puis d'un jour d'acheter le Figaro, si c'est loin d'eux, puis ils seront surpris, puisqu'il y a aussi ces articles de qualité, puis ça les fera réfléchir. Donc c'est l'exercice qu'on fait le matin. Voilà. Alors, la question c'est ça, c'est où on s'informe où. Et en même temps, la grande inquiétude, je surveille l'heure pour vous donner la parole, parce que là je parle trop, ça va. Quelle heure il est ? 7h40, ça va. La grande question, c'est on s'informe où ? Parce qu'en fait, c'est très subjectif. Moi, je dis par exemple tel média, je vais lui faire confiance parce que dans l'histoire de ce média, j'ai l'impression qu'il fait un travail rigoureux. Mais mon voisin va me dire, non, moi je suis pas d'accord. Regarde la propriété capitalistique du média. Ce média, il appartient à un tel milliardaire. Donc, j'ai même pas besoin de le lire. Ça me va pas. Très subjectif ce choix. Comment s'y retrouver ? Et avec ce danger de la désinformation. Pour le coup, c'est très compliqué. Et puis surtout, notamment pour les plus jeunes qui s'informent sur Insta, sur TikTok, sur Twitch, là, on ne parle pas du Figaro, on ne parle pas de Le Monde, on ne parle pas de La Croix ou de la Nouvelle République, des médias installés depuis longtemps, dont on connaît l'historique, la qualité, les éventuelles erreurs de traitement ou pas. Mais là, on n'a pas ce recul. Donc, comment s'y retrouver, c'est compliqué. Je vois des motifs, je vois quand même des motifs d'espoir, et après, je vous laisse la main. Moi, il y a quelques mois, j'étais très pessimiste sur tout ça, parce qu'il y a trop. Comment s'y retrouver ? Comment trier dans tout ça ? Comment reconnaître l'accent de la vérité ? Comment, quand un homme politique vous affirme sa vérité, comment l'analyser ? Comment la décrypter ? Franchement, je trouve qu'on est dans une époque qui est très dure à lire. Et pourtant, je vois des petits signes d'espoir. Je vois par exemple des baromètres comme ça, qui se penchent sur le sujet. Je vois des cours d'éducation aux médias dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour nous apprendre à essayer de faire ce travail. Je vois par exemple un chiffre qui vient de sortir dans le printemps de l'esprit critique. Les Français n'ont jamais passé autant de temps sur les réseaux sociaux, ils sont jamais autant informés sur les réseaux sociaux, et pourtant, ils postent de moins en moins. C'est-à-dire qu'on devient plus prudent, nous, citoyens, dans un pays comme la France, sur ce qu'on met sur Internet. On est en train d'apprendre à se comporter en tant que citoyen sur les réseaux. Je vois aussi des lois. Internet, ça a été longtemps, et c'est encore aujourd'hui un genre de Far West.
où derrière un pseudo, on peut dire finalement n'importe quoi contre n'importe qui, professer la moindre information sans que ça ait beaucoup de conséquences. Il y a des lois qui commencent à se mettre en place, il y a des directives européennes, des SA et autres, qui commencent à finalement dire quoi à tous les acteurs de ces espaces, qu'il y a des règles. Que finalement les lois qui s'appliquent dans la vraie vie doivent aussi s'appliquer sur Internet. Voilà. Et les lois, elles permettent aussi parfois à certains de saisir la justice quand il y a des informations, quand il y a diffamation, quand il y a cyberharcèlement. Donc là, je commence à voir des petites choses positives comme ça, des petits signes d'espoir qui nous montreraient que nos sociétés sont en train de gagner en maturité sur l'utilisation de ces outils et que ce risque de désinformation massive des citoyens que je craignais encore il y a quelque temps, peut-être qu'on va être en capacité de lutter pour. Voilà. J'arrête de parler parce que je pourrais en parler pendant 10 heures. J'espère que c'est assez clair ce que je vous dis et à vous maintenant de travailler. Je vais essayer de répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des micros dans la salle. N'hésitez pas à lever la main et quelqu'un viendra vous apporter un micro. Il y a un jeune homme au milieu. Bonjour, merci beaucoup pour ces quelques mots qui sont très intéressants. Ma question, elle est sur le fait qu'en tant que journaliste, vous êtes aussi lancé il y a 5 ans du coup maintenant sur Twitch. C'est des nouveaux formats, c'est des nouvelles formes de journalisme. Je pense aussi aux journalistes indépendants qui se lancent sur YouTube depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu peut-être au moins au début en tout cas un regard inquiet ou critique des médias plus traditionnels sur ces nouveaux formats et ces nouvelles formes. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est des relations entre les médias plus traditionnels et ces nouveaux journalistes et nouveaux formats journalistiques ? On se regarde encore un peu bizarrement. On se regarde encore différent. Alors, les médias traditionnels ont bien vu que doucement, les gens s'en allaient. Les audiences en télé baissent doucement. Hein. La télé est encore super puissante quand vous regardez les audiences. Il y a des rendez-vous comme le JT qui font des millions de téléspectateurs. Il n'y a pas de rendez-vous sur Internet qui font des millions de téléspectateurs tous les jours. Hein, ça n'existe pas. La télé, elle est là. Et il y a du monde qui écoute la radio. Et il y a encore des gens qui lisent les journaux. Mais il y en a de moins en moins. Ça diminue tout doucement. Et puis ce public, il vieillit. Donc c'est pas d'aujourd'hui que les médias traditionnels se sont dit « Ah, il y a un truc qui va pas ». Ça fait longtemps qu'ils réfléchissent. Mon sentiment, c'est qu'à ce jour, on n'a pas trouvé encore. On cherche, on tâtonne. Est-ce qu'il faut tenter de faire revenir les jeunes vers ces médias traditionnels ? Mais les expériences en ce sens ces dernières années ont montré que ça marchait pas trop. Je donne pas de nom, mais je connais des gros médias, des grosses télés qui ont fait venir par exemple des influenceurs, des créateurs de contenu très, très connus sur leurs antennes. Les résultats d'audience n'ont pas été à la hauteur. Pourquoi ? Parce que le public de ces télés ne connaissent pas le gars. Voilà. Et les jeunes consommateurs de ce créateur de contenu ne viennent pas à la télé. Donc il y a cette piste-là, mais j'y crois pas. Il y a 3 pistes. Il y a celle-ci. La deuxième, c'est que les médias traditionnels aillent sur les nouvelles plateformes. Donc on va sur YouTube, on va sur Twitch, on fait des partenariats avec Netflix, avec Amazon, on fait du podcast. Là, il y a des choses intéressantes. Donc il y a des nouvelles écritures à inventer. C'est pas le plus difficile, même si c'est pas facile. Donc il y a de nouvelles écritures pour toucher ces nouveaux publics. On est sur moins de verticalité, plus d'horizontalité. Il y a des nouvelles incarnations à trouver, parce qu'on ne peut pas parler sur ces plateformes comme on parle à la télé ou à la radio. Le ton, il est différent. Et puis, il y a un problème de modèle économique. Un journal, et on le vend, il s'achète, on s'abonne. La télé, il y a des spots de publicité, ou alors elle peut être par abonnement. Mais comment un média traditionnel peut-il rentabiliser ses investissements sur YouTube, par exemple ? Un youtubeur, il est tout seul, pardon, mais c'est encore vrai aujourd'hui, même pour les plus gros, quelque part, il est tout seul dans sa chambre. Les moyens de production sur Internet, c'est pas très coûteux. Donc si vous avez une forte audience, avec des moyens relativement limités, la monétisation, le modèle économique fonctionne. Mais une chaîne, un média, avec une rédaction, avec des coûts fixes importants, avec des gens en RH, des gens à la communication, des gens à la cantine, les coûts fixes sont tels que explorer économiquement ces nouvelles plateformes, c'est compliqué. Voilà, donc ces deux mondes se regardent. C'est surtout les médias traditionnels qui regardent les nouveaux mondes, parce que la plupart des créateurs de contenu que je connais, ils n'ont aucune envie de faire la radio, aucune envie de faire la télé. Ils sont très très rares, parce que en termes de liberté et même économiquement,
ils n'ont pas beaucoup intérêt à le faire. Mais j'adorerais pouvoir me projeter dans 10 ans pour voir tout ce que tout ça est devenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les médias traditionnels qui réfléchissent à ce qu'on devrait faire. Et à un moment, on va trouver quand même. Il y a des talents. Il y a des talents dans ces médias. Ils tentent de se réinventer. Qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. J'adorerais pouvoir aller voir dans 10 ans ce qui va se passer, mais là, je ne sais pas. Merci. Il y a un monsieur là? Ah, bon, vous... C'est... Moi aussi, mais... après alors. Monsieur, vous voulez poser une question? Ouais. Allez-y, monsieur, je ne vous oublie pas. Hein. Moi non plus. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais revenir avec vous sur la notion d'aborder, de lire différents points de vue, même éditorialisation de certains événements. Mais ces événements, ils sont quand même, ils existent par des faits. Il y a des faits qui souvent peuvent ne pas être contestables. Je vais prendre 2 exemples. Je vais remonter en 2020 avec le producteur de musique Michel Zecler qui s'est fait tabasser par des flics devant sa boîte de production, et heureusement qu'il y avait une caméra qui a pu filmer tout ça. Et pourtant, on a entendu dans les 24 heures qui ont suivi, voire plus, sur des chaînes de télé d'information et dans un grand journal qui est le Figaro, la constatation de ces faits avant que la vidéo arrive. On peut prendre Rima Hassan, par exemple, il y a 2 jours, où on a commencé à dire qu'il y avait des drogues de synthèse dans son sac, ce qui s'est avéré complètement faux. Quand même, ces endroits de déformation ou de raconter une autre réalité font partie, en tout cas les rédactions, font partie de grands groupes aujourd'hui qui sont dirigés par des gens qui dirigent une bonne partie ou de la presse audiovisuelle ou de la presse écrite. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un endroit où il faut quand même faire attention que les faits soient vérifiés ou avérés pour qu'on puisse, nous, avoir accès à une certaine sorte de vérité. Ce que vous montrez du doigt est essentiel. C'est-à-dire que le journalisme est un travail humain, faillible et pas toujours très rigoureux. Pour prendre la dernière affaire dont on parle, l'affaire Rima Hassan, il y a eu une précipitation évidente. D'abord, il y a eu une fuite judiciaire. Donc, il y a quelqu'un dans l'enquête, au niveau de la police ou de la justice, qui fait fuiter une info. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais normalement, ça devrait pas être le cas. Bon. Info fausse, en plus. Ensuite, il y a des médias qui s'en emparent et qui la diffusent sans la vérifier ou sans avoir la possibilité de la vérifier, parce qu'ils ont une source en interne, ils n'ont pas d'autre source que celle-ci, et ils décident de faire fuiter cette info, enfin de la donner, à savoir celle que vous évoquiez, la présence de drogue. Qu'est-ce qu'on constate? Là, il y a un manque de rigueur, il y a aussi un problème de course à être le premier qui sort l'info, et là, on a un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui est l'accélération du temps info. Avant, il y avait un JT par jour, il y avait un journal par jour qui mettait à peu près 24 heures pour être construit. Ça donnait un petit peu de temps pour passer des coups de fil, pour vérifier, pour douter peut-être. Aujourd'hui, il y a une course à l'info qui est née avec Internet, bien sûr, qui est née avec les chaînes d'infos. Et puis aujourd'hui, les fameux journaux qui sortaient tous les 24 heures, ils ont des sites Internet, donc eux aussi participent à cette course. Et plus on va vite, et moins on informe moins on informe bien, ça y est. Voilà. Plus on veut aller vite sur l'info, moins on informe bien. Alors on veut aller vite, parce qu'on veut donner l'info avant les concurrents, pour montrer que... Vous avez vu, on a les infos, nous. Après tout, si l'info est fausse, le lendemain matin, on donnera une autre info, ça fera 2 infos. Voilà. Moi, je déplore cette accélération, et c'est pour ça que je lis la presse écrite. Parce que moi, j'aime lire un journal qui me dit un truc le matin, et qui met 24 heures à me dire un autre truc. D'ailleurs, je ne vais même pas sur le site internet du journal, ça ne m'intéresse pas. Parce que justement, là, il y a une accélération. Et puis, il y a autre chose dans votre critique, qui est une vraie question, c'est celle de la propriété capitalistique des médias. Et quand je suis arrivé sur Twitch il y a 5 ans, c'était une question que je ne m'étais jamais posée, moi. Voilà. Et peut-être aussi parce que j'avais choisi les endroits où je bossais et j'étais, on va dire, en phase avec En général, quand on est journaliste, on va plutôt bosser dans des rédactions où on est OK, quoi. Et dans les entreprises où j'avais travaillé, Radio France Internationale, iTélé, l'ancêtre de CNews à une autre époque,
Canal+, et puis le service public, France 2, France 3, France 4, France Inter aussi un peu, où il n'y avait pas de propriété capitalistique, parce que c'était des médias publics, ou alors il y avait des propriétaires qui, globalement, laissaient la rédaction faire leur boulot. Mais quand je suis arrivé sur Twitch, les jeunes m'ont dit « dis donc, mais ton média, à qui il appartient ?» Et moi, je m'étais jamais tellement posé cette question. Enfin, le journal que tu lis, là. Et au début, je bottais un peu en touche en disant « mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'article est intéressant ?» Et puis, à force, je me suis dit « mais si vous avez raison, en fait, la propriété capitalistique des médias est une question essentielle. Elle n'est pas la seule. » Et là, mon discours aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir qui possède quoi, pourquoi tel milliardaire achète un média, par exemple, et comment se comporte-t-il en termes d'actionnaires. Parce que vous avez des journaux qui sont la propriété de milliardaires, mais dont l'intervention dans la ligne éditoriale est assez distante, pour ne pas dire inexistante, en tout cas assez souple. Et vous avez des propriétaires, suivez mon regard, qui sont beaucoup plus interventionnistes et dont on sait que le lien sur la ligne éditoriale, il est fort, il est puissant, il est présent. Il est tellement présent que quand ils rachètent des médias, vous avez 99% des journalistes qui s'en vont parce qu'ils ne veulent pas travailler pour cette ligne éditoriale. Voilà. Donc, tout ce que vous évoquez, je le partage. Et vous voyez à quel point ça rend complexe notre mission pour nous, citoyens, de trouver les bonnes sources d'information, parce qu'il y a ceux qui veulent aller trop vite. Et là, c'est un manque de rigueur, c'est la base de notre profession. Et puis, il y a les influences, les influences du propriétaire, il y a aussi les influences diverses et variées. Moi, j'ai la faiblesse de croire que 99% des journalistes que j'ai croisés dans ma carrière sont des gens qui sont imperméables aux influences, aux pressions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je terminerai là-dessus, il y a quelques années, sur BFM, il y a une histoire d'un journaliste le soir, dont on a découvert qu'en fait, il donnait des infos dans son journal de la nuit, moyennant une espèce sonnante et trébuchante. C'est-à-dire que, il y avait des puissances étrangères, le truc, waouh, des puissances étrangères, qui avait fait des chèques, et il faut que tu donnes telle info. Bon, ça, moi, en 30 ans, c'est la première fois que j'entendais parler d'un truc comme ça. Donc ça existe, mais pour le coup, c'est ultra minoritaire, quoi. Mais toutes ces questions, il faut se les poser. Il faut toujours être méfiant de l'information qu'on reçoit, parce que même les médias les plus rigoureux, dans les médias que vous avez évoqués, il y en a qui le sont, mais qui peuvent aussi, par manque de rigueur, par précipitation, nous désinformer aussi. Mais, je voudrais finir avec ça, ces médias traditionnels peuvent nous désinformer, on vient de le voir dans les deux affaires que vous avez évoquées. Mais moi qui consomme beaucoup l'information sur Internet, vous avez parfois des comptes obscurs, parfois identifiés, vous avez une personne, vous savez qui c'est déjà une bonne chose. Parfois, vous ne savez absolument pas qui y a derrière. Une personne, 10 personnes, c'est un pseudo, et pourtant, ça poste des infos tous les jours, avec des milliers de likes, donc il y a de la présence, il y a de l'influence, vous ne savez pas qui est derrière. Quand vous grattez un petit peu, c'est souvent pas reluisant. J'ai l'impression que le danger aujourd'hui, il est plutôt là. Pourquoi ? La désinformation, elle existe dans les médias traditionnels, mais vous savez qui appeler. L'article problématique qui raconte n'importe quoi, il est signé. Vous savez qui est interpellé. Vous savez qu'il y a un directeur de la rédaction à qui vous pouvez écrire, vous pouvez même poursuivre en justice. Voilà. Quand vous poursuivez un journal en justice, il y a un directeur c'est le directeur de la publication qui est là pour ça. Mais tous ces comptes anonymes, plus ou moins anonymes, d'ailleurs pseudonymat, dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est plus compliqué. Donc moi j'aime bien que l'info soit identifiée. Moi je dis toujours, quand on vous donne une info, la première question c'est qui vous parle. Parce qu'au moins, si cette personne ne fait pas bien son travail, vous savez qui est interpellé, vous savez même qui poursuivre. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Monsieur. Il y a un monsieur avec la chemise là. Mais ce qui est intéressant sur Twitch, c'est que j'ai été amené à me poser des questions que je ne me posais pas avant. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un petit manque de transparence, nous les journalistes. On est dans notre truc, on ne pense pas forcément à mal, mais on devrait avoir plus de transparence dans notre façon de travailler. Et par exemple, quand on fait des bêtises comme celles que vous avez évoquées, il faudrait le dire. Le journal devrait faire un article en disant « Là, on a péché par précipitation ». Je ne les vois jamais, ces articles. Et les citoyens comme vous, on se dit « Ouais, mais c'est pas du boulot, quoi ». Monsieur ?
Bonjour. Je vois que je suis filmé, hein? Ah, complètement. Ok. Vous doutez peut-être de la question que je vais vous poser. Non. En fait, je voudrais savoir, parmi les personnes auditionnées par la commission d'enquête sur l'audiovisuel Maintenant, je public, sais pourquoi je suis filmé. en fait, vous faites partie de ceux qui qui ont eu la parole la plus libre pour répondre aux questions du rapporteur. Et ma question, c'est, selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce que parce que vos contrats avec France Télévisions sont moins importants qu'avant, du coup, vous n'avez pas été corseté par un service de communication qui vous a donné des éléments de langage? Est-ce que selon vous, c'est ça? Est-ce que vous êtes coltiné d'autres auditions en replay? Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce qui a créé cette liberté de ton chez vous? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que tous mes confrères qui sont passés avant moi en audition, moi je ne m'intéressais pas tellement à ces auditions au début parce que je trouve que les journalistes comme moi qui se penchent sur le fonctionnement des médias, il y a un côté un peu nombriliste. Quand on voit ce qui se passe dans l'actualité actuellement, je pense à l'Iran, je pense au scandale du cadmium dont on parle, ce genre de choses. Il y a des choses plus importantes que de se regarder en se disant est-ce qu'on fait bien notre métier, même si c'est essentiel. Mais un jour, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais convoqué. Donc je me suis dit, je vais m'y intéresser quand même. Donc je suis allé voir les auditions et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de prudence chez mes confrères qui étaient venus. Quoique parfois il y avait aussi de la combativité. Je me rappelle du passage d'Élise Lucet, par exemple, qui avait beaucoup de sourire, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'habileté, a dit des choses très fortes. Mais beaucoup de prudence. Mais ce sont des salariés de France Télévisions. Et moi, j'ai eu 17 ans de bonheur à France Télévisions où j'ai été salarié et j'ai pu faire plein de choses différentes, journaux, émissions politiques, émissions d'histoire, jeux, JT, etc. Et c'est un groupe qui m'a accompagné, qui m'a fait grandir, mais je suis plus salarié de France Télévisions. Et je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux. Donc oui, bien sûr, il y a cette liberté qui fait que je n'ai pas de N+1. Voilà, mon N+1, c'est moi-même et je suis souvent d'accord avec moi-même. Donc ça m'a donné cette liberté. Après, pour revenir sur la commission, c'est vraiment c'est dommage parce que cette commission, elle aurait pu être passionnante. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un audiovisuel public dans un pays comme la France. Voilà, je ne suis pas le seul à le penser. En Grande-Bretagne et en Allemagne, ils ont des budgets pour l'audiovisuel public 2 fois supérieurs aux nôtres. Donc on n'est pas les seuls, hein, faut pas penser. Certains veulent vous faire croire que la France est un cas à part parce qu'elle a un audiovisuel public. Non, c'est faux. Donc je pense qu'il en faut un parce que moi je connais bien les deux systèmes. Et je trouve formidable qu'il y ait une coexistence d'un audiovisuel public et d'un audiovisuel privé. Le privé, il est là pour quoi? Ce sont les entreprises privées. Les entreprises privées, elles sont là pour faire du bénéfice. Sinon, elles ferment. Une entreprise qui ne fait pas de bénéfice, elle ferme. Donc, elles font du bénéfice. Pour faire du bénéfice, elle doit faire de l'audience. L'audience ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de qualité. Il y a des émissions il y a des émissions de qualité qui font de l'audience. Mais l'objectif, c'est de faire de l'audience et de faire du bénéfice. On ne va pas leur jeter la pierre, c'est le modèle économique. À côté de ça, dans un pays comme la France, il y a un audiovisuel public à qui on donne une autre mission. Alors, si vous cherchez les missions de l'audiovisuel public, c'est super simple. Ça s'appelle le cahier des charges de France Télévisions. C'est décidé par l'État et ça s'impose à l'audiovisuel public. Et dans ce cahier des charges, vous avez plein de choses. Vous devez faire des émissions régionales. Vous devez faire des émissions politiques. Vous n'avez pas échappé que, hors élection présidentielle, TF1 et M6 ne font pas d'émissions politiques. Jamais. Sauf année présidentielle. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas d'audience. Ça ne fait pas d'audience, vous ne vendez pas de publicité. Sur France Télévisions, il y a des émissions politiques toute l'année. Ça ne marche pas très fort, d'ailleurs, si vous regardez les audiences, c'est pas fou. Mais c'est dans notre cahier des charges. La région, pareil. Les programmes territoire outre-mer, pareil. Hein. Où sont les programmes régionaux de TF1 et de M6? Il n'y en a pas. Parce que c'est des moyens énormes. Il faut des équipes partout. Hein. À Tours, à Marseille, etc. Donc ça coûte de l'argent, ça n'en remporte pas beaucoup. Des émissions religieuses. Pourquoi les émissions religieuses sur France 2? Parce que dans le cahier des charges, c'est une obligation. Voilà. Donc vous prenez tout ça, et en plus, il y a, dans ce cahier des charges, c'est marqué en plus qu'il faut faire une télé populaire. Donc il faut faire des émissions, c'est marqué, il faut faire tout ça, il faut que ce soit des émissions de qualité, et il faut que ce soit populaire, il faut que ça fasse de l'audience. Il faut que ça fasse tout ça en même temps. Et grosso modo, ils y arrivent. Donc c'est bien beau de crier haro sur le baudet et de dire que c'est un scandale de la télévision publique, mais quand vous voyez ce qu'ils ont à faire, c'est assez compliqué. Donc cette commission, elle aurait pu être fascinante en se disant, mais alors, est-ce que ce cahier des charges, d'abord, c'est le bon cahier des charges? Est-ce que les programmes de la télé publique sont assez différents, sont suffisamment différents du privé? Est-ce qu'il ne faudrait être pas plus exigeant? Tant pis pour l'audience. On relâche un peu sur l'audience, parce qu'on ne peut pas tout demander non plus. Hein. On relâche un peu sur l'audience, mais par contre, on veut plus de culture, plus de théâtre, plus d'opéra,
que sais-je. Est-ce qu'on met trop d'argent ou pas assez? Comment on relève ce défi des nouvelles plateformes? C'est bien beau de critiquer l'audiovisuel public, mais dans 10 ans, il n'y aura plus rien à critiquer, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus de radio si on n'arrive pas à relever ce défi que j'évoquais tout à l'heure. Toutes ces questions, on aurait pu les évoquer. On les a évoquées qu'à la marge et à la place. Pardon, alors pour le coup, comme je dis le matin, ça n'est que mon sentiment. Et c'est très subjectif, et vous n'êtes peut-être pas obligé d'être d'accord avec moi, ça n'est pas un fait, mais à la place, et je ne suis pas le seul à le dire, on a eu un rapporteur, M. Aloncle, voilà, donc rapporteur de la commission, c'est-à-dire lui qui pose 80% des questions et qui écrira le rapport, pourquoi il est à ce poste? Parce que c'est son parti qui a demandé la création de cette commission. Ne pensez pas que c'est l'Assemblée qui a demandé cette commission. C'est un parti qui s'appelle l'UDR. L'UDR, c'est un parti qui a été créé par Éric Ciotti quand il a quitté la droite traditionnelle, LR, pour aller vers l'extrême droite et s'allier avec le RN. Voilà. Il se trouve que le RN veut fermer l'audiovisuel public, le privatiser. C'est dans le programme de Marine Le Pen depuis toujours. Donc c'est un parti associé à un autre qui veut faire disparaître le service public, qui demande une commission d'enquête. Ça partait sur des bases un peu particulières. Et au fil de ces 4 mois d'audience, on a vu quoi? On a vu un rapporteur dont les questions étaient un peu orientées, parcellaires, et pire, qui se permettait sur les réseaux, un jour, 2 jours après, de prendre des petits bouts de la commission, voilà, et de les exposer sur les réseaux sociaux. Alors je suis peut-être naïf, mais je ne vois pas l'intérêt dans la réflexion d'une commission d'enquête de poster des extraits sur les réseaux. On parle d'une mission d'enquête et de réflexion de parlementaires pour arriver à des conclusions dans un rapport. Faire un tweet avec des extraits, ça ne sert en rien le propos de la commission. Aujourd'hui, moi je vous exprime mon sentiment, c'est que cette commission qui aurait pu être formidable a été utilisée détournée à des fins politiques, selon un agenda politique personnel. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le président de la commission, M. Patriélétus, il y a 2 jours, je crois, a été un invité d'RTL et a dit mot pour mot ce que je viens de dire. Voilà. Et quand vous allez gratter un petit peu les articles de qualité qui ont été faits sur cette commission, tout le monde dit la même chose. Et plusieurs élus, y compris au sein de cette commission, à plusieurs reprises, ont dit écoutez, il y a un truc qui ne va pas. Donc, et pour résumer le sentiment de beaucoup quand même autour de cette commission, il est résumé par M. Patriélétus, qui est le président de la commission, qui a dit sur RTL, si j'avais une question à poser à M. le rapporteur, M. Aloncle, c'est y a-t-il une arrière-pensée derrière la manière dont vous menez les débats? Et cette arrière-pensée est-elle de devenir ministre de la Culture de M. Bardella en 2027? Voilà. Donc, pour le coup, j'ai été un des premiers à le dire, ça, parce que moi, je trouve que j'ai une petite caisse de résonance sur les réseaux. Et je suis content de voir aujourd'hui que je ne suis pas le seul à le dire. Voilà. J'espère que vous n'auriez pas ça, M. Aloncle. Hein. Oh, que si. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le spectacle de la démocratie et de la République. C'est formidable. Moi, jusqu'ici, je ne m'étais jamais tellement intéressé au travail de la commission. C'est fascinant de voir des députés s'interroger, réfléchir, questionner, réfléchir à des sujets. Vous voyez la transparence dont je parlais tout à l'heure, dont les médias traditionnels ne sont pas capables. Là, on voit des députés qui exposent leur travail. Alors du coup, on les critique, mais au moins on voit leur travail. Nous, on ne fait pas ça, nous. On devrait. Oui, bonjour. Merci pour les éléments de réponse que vous venez de donner. Moi, j'avais envie de revenir sur la notion de liberté dans l'espace de la presse, puisque cet organigramme, la vision qu'on en a un peu archaïque, avec plusieurs milliardaires qui se partagent les médias traditionnels, elle commence à se représenter aussi dans les médias sociaux. Des propriétaires commencent à investir dans les médias sociaux depuis quelques années, avec un changement de ligne éditoriale, avec l'apparition de partenariats, de collaborations commerciales sur ces médias-là. Le regard que vous avez à mi-chemin entre les médias traditionnels et les médias nouveaux, quels sont les derniers espaces de liberté que vous percevez dedans, où finalement la presse, peu importe son format, peut toujours être rachetée et voir sa ligne éditoriale être modifiée? En fait, c'est à nous, citoyens, d'être attentifs à ce qui se passe. Quand aujourd'hui, un média traditionnel, c'est très cher. Acheter une chaîne de télé ou un journal de presse écrite ou une radio, c'est très cher. Qui peut acheter ces médias traditionnels aujourd'hui? Ce sont ceux qu'on appelle les milliardaires. Après, comme on le disait tout à l'heure, tous les actionnaires, les propriétaires ne se comportent pas de la même façon. Ils sont plus ou moins interventionnistes. C'est à nous, citoyens, de dire, là, clairement, il y a un lien capital éditorial.
Ou là, au contraire, ce lien, il est plus diffus. Première chose. Après, il y a des médias qui ont choisi un mode économique qui les rend indépendants. Je prends l'exemple de Mediapart, par exemple. C'est un journal qui a décidé d'exister que sur Internet pour avoir un coût réduit et qui ne se finance que par l'abonnement. Vous n'avez pas de pub. Voilà. Et donc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de possibilité d'influence éventuellement commerciale sur le contenu. Donc on va dire que c'est un modèle plutôt vertueux, mais qui fonctionne que... Je dirais pas que Mediapart est un média de niche, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est un média très connu et populaire, mais il parle pas à des millions de personnes. Donc on est quand même sur un fonctionnement un peu particulier qui peut pas se reproduire à grande échelle. C'est-à-dire que demain vous demandez aux gens de prendre un abonnement à TF1. Si TF1 vous dit, vous savez quoi, on va arrêter la pub, il faudra prendre un abonnement, combien de Français sont prêts à payer un abonnement à TF1 Vous voyez ? Donc, il y a un acte militant de s'abonner à certains médias en disant, OK, moi je veux que Mediapart n'ait pas de pub. Après, là encore, ça dépend du comportement. Comme pour le milliardaire, dans des chaînes de télé, il y a des régies pub qui sont séparées de la rédaction. Quand Peugeot, je prends Peugeot, mais ça pourrait être n'importe quelle autre marque, je dis Peugeot, Peugeot appelle TF1 ou M6 ou France Télévisions pour passer un espace pub, ils n'appellent pas la rédaction, ils appellent la régie pub. Et normalement, c'est totalement cloisonné. Il n'y a pas de lien entre la régie pub et la rédaction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un espace pub en disant, et par ailleurs, attention, hein, vous dites pas de mal de mes voitures. Hein. Donc là aussi, ça dépend de la rigueur du média en question. Et si un jour vous apprenez que ça n'a pas été le cas, là encore, ça n'arrive pas souvent, mais moi je sais que dans une chaîne de télévision que je nommerai pas, une grande chaîne de télévision, il y a quelques années, c'était il y a longtemps, donc c'est pas la peine de leur refaire un procès, je pense que c'est plus le cas, la SDJ, la Société des journalistes de cette grosse chaîne privée, a dit, désolé, nous on reçoit des coups de pub de la régie pub sans arrêt, quoi. Des coups de fil, pardon. Voilà. Je dis toujours Peugeot, mais c'est un exemple, hein, vous avez compris. Peugeot nous a acheté de l'espace pub, dans notre magazine de voitures, il faudrait arrêter de dire du mal des voitures, quoi. Donc les journalistes ont dit là, c'est pas possible, quoi. Donc ça existe. Mais donc c'est à nous de voir comment ça se passe dans ces médias. Et puis souvent ces trucs sont dénoncés par les journalistes, quoi. Et maintenant, prenons un dernier exemple au niveau des créateurs de contenu, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que Internet c'est formidable, c'est tout beau, et il n'y a pas ces milliardaires. Moi, quand une marque m'appelle pour faire ce qu'on appelle une OP, une opération commerciale dans notre jargon, parce qu'il faut bien vivre. Il faut bien manger. C'est-à-dire que quand une marque vient sponsoriser ma chaîne ou mettre son logo sur une émission, elle n'appelle pas la régie pub. Elle m'appelle moi. Parce que je suis tout seul. Il n'y a plus la barrière. Alors là, il y a un truc là. Qu'est-ce qui vous garantit qu'en acceptant par exemple, je reprends Peugeot. Ils vont sponsoriser mon émission de gaming le soir. OK. Qu'est-ce qui vous garantit que le matin dans ma revue de presse, je vais pas éviter les articles qui disent du mal de Peugeot, par exemple. Rien. Sinon, mon honnêteté et ma rigueur, mais à ma bonne tête, quoi. Donc là aussi, c'est une question de confiance. Si vous voyez, vous, viewer, que comme par hasard, Samuel Etienne a une OP avec Peugeot et qui dit jamais de mal de Peugeot, alors que par exemple, je sais pas, il y a une affaire qui vient d'éclater, là vous dites, Samuel Etienne, ça va pas, quoi. Donc, encore une fois, il n'y a pas que le modèle économique. Il n'y a pas la structure en tant que telle qui est bonne ou mauvaise, c'est le comportement des acteurs au sein de cette structure. Il n'y a pas de bon modèle en soi, c'est le comportement des acteurs finalement. Et nous en sommes les garants, c'est à nous d'être exigeants. Voilà. Et ce qui est à la fois déroutant et formidable dans notre époque, c'est que les sources d'information ont explosé. Nous avons tous les moyens, nous sommes tous émetteurs d'informations aujourd'hui, et si demain... il y a un truc qu'on trouve pas normal dans notre société. Là où il y avait quelques journaux hier, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de comptes sur les réseaux qui sont autant de lanceurs d'alerte, finalement, et qui peuvent dénoncer des choses. Et si le combat, il est juste, s'il y a vraiment un souci, par capillarité, il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'est à la fois parfois très inquiétant, et en même temps, ce sont aussi des outils qui peuvent faire des choses... formidable au niveau de la transparence, quoi. Ça va ? Bonjour, c'est ici, juste là. On m'a juste dit de vous dire par contre que c'était la dernière question parce que je crois que vous avez votre train dans pas très longtemps. Donc voilà. Merci, c'est gentil. Alors moi j'avais une question, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Elias, j'ai 18 ans, je suis étudiant au lycée Paul Ducourier.
Et je suis très intéressé pour mon avenir par votre métier de journaliste. Et ma question, c'était comment en 2026, en fait, on fait pour devenir un bon journaliste et faire bien son métier. Voilà. Le journalisme a toujours été une profession qui attirait plus de talents qu'il ne pouvait absorber. Parce que c'est une profession qui attire les talents, mais qui économiquement a jamais pu absorber. Donc ça a toujours été un métier compliqué pour percer, toujours un métier précaire au début. Voilà. Et où on a toujours entendu, quand on était jeune, lycéen ou étudiant, et qu'on disait à ses parents ou à ses profs « Ah, je voudrais être journaliste », en général la réponse est « Ah, mais c'est très bouché, tu sais ». Et c'est vrai. Et ça l'était à mon époque. Et je garde précieusement j'ai un classeur à la cave avec toutes mes lettres de refus de toutes les rédactions à qui j'ai écrit en disant « Bonjour, j'ai 24 ans, j'adorerais travailler pour vous ». Des médias incroyables, évidemment, ces gens n'ont pas besoin de vous, hein, vous savez rien faire. Ils ont déjà, et puis surtout, économiquement, c'est souvent très contraint, quoi. Ceci étant dit, quand vraiment on sent qu'on est fait pour ce métier, c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir, quel que soit le métier, quand vous sentez qu'il y a un vrai truc, c'est-à-dire que vous avez les qualités que vous avez l'impression que votre chemin professionnel ou chemin de vie passe par là, allez-y, il se passera toujours quelque chose de bien. J'ai connu beaucoup de jeunes très brillants qui n'ont pas poursuivi dans le journalisme parce qu'ils ont été un peu découragés par ces années un peu difficiles, précaires, et qui finalement ont bifurqué vers d'autres aventures. Et puis des gens qui étaient peut-être un peu moins talentueux, mais par opiniâtreté ou par conviction ou folie que c'était leur seule voie, ont fini par trouver l'endroit. Et je crois que ça vaut pour beaucoup d'univers, quoi. Voilà. Donc c'est un beau métier qui est en plus en train de se réinventer. Aujourd'hui, on peut devenir journaliste sans intégrer ces médias traditionnels, qui longtemps, même si c'est une profession très ouverte, hein, ce qui est beau dans le journalisme, c'est qu'on peut devenir journaliste sans forcément passer par une école de journalisme. Moi, j'ai une amie qui a fait de la recherche en biologie, puis qui est devenue journaliste scientifique parce que la recherche, à un moment, ça l'a saoulée. J'ai une amie qui avait fait une école de commerce, et puis cet univers du marketing, du commerce lui a pas plu. Elle est devenue journaliste spécialisée sur les questions économiques. C'est une profession qui est très ouverte sur plein de profils. Et en même temps, c'est vrai que c'est plus simple si on a fait la bonne école de journalisme, voire la grande école. Il y a des voies royales. Mais ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que il y a des jeunes gens, pensez à Hugo Décrypte, mais il y en a plein d'autres, qui ont créé leur poste de journaliste, voilà, totalement en dehors de ces circuits. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, en fait, à un jeune aujourd'hui qui se destine au journalisme, c'est une période qui est fascinante. Vraiment. Voilà. Attendez, je regarde parce que je crois que j'ai peut-être le temps d'une question, parce que je me suis mis un réveil. Mon TER qui m'emmène à la gare TGV, il est à 43. Je me suis dit, en gros, il faut qu'à 20, je sois parti, quoi. La gare n'est pas très loin. Bon, on peut prendre une dernière question. Hein ? En tout cas, j'espère que c'est pas trop frustrant et que globalement, j'ai répondu à vos interrogations. Une question méchante un peu. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Tout à l'heure, vous nous avez parlé donc justement de cette information qui est de plus en plus rapide et cette course à l'information. Ça vaut aussi pour justement la lecture de l'information, où on passe de moins en moins de temps sur un article. En moyenne, c'est 3 secondes entre le titre et le chapeau. Et en contrepartie, donc, on a ce développement de l'information sur les réseaux sociaux qui se veut très condensé. On a beaucoup moins d'enquêtes long format, par exemple, sur les réseaux sociaux, un petit peu plus sur YouTube, mais c'est moins le cas sur Instagram, par exemple. Et donc moi, ma question, c'est, avec ce développement de l'information sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne court pas à une édulcoration de l'information pour aller vraiment vers le condensé? Et quand on condense, on ne dit pas tout. 2 éléments pour répondre à votre question. D'abord, notre responsabilité. Vous venez de le dire. Des formats longs aujourd'hui, il y en a. Hein, il y a en télé, sur YouTube. Twitch, c'est l'endroit du format long. Le moindre live dure 3 heures. Donc des gens qui veulent prendre le temps aujourd'hui de comprendre l'info, il y en a. Après, c'est à nous, en tant que citoyens, de préférer un documentaire de 45 minutes ou une émission de 2 heures à un TikTok de 30 secondes. Donc il y a notre responsabilité de citoyen. À un moment, on ne peut pas non plus dire mais moi j'y peux rien, l'info va de plus en plus vite. Vous choisissez votre média. Si vous voulez vous informer sur Insta ou sur Le Monde, c'est un choix.
Et après, il y a une responsabilité qui est sociétale. C'est-à-dire que dans ces réseaux sociaux, il y a des algorithmes dont on est en train de comprendre que ces algorithmes, ils sont gouvernés par les puissances de l'argent. Ils ne sont pas là pour nous informer, ils ne sont pas là pour nous éduquer, ils ne sont pas là pour nous élever, ils sont là pour faire de l'argent. Parce que derrière, il y a des sociétés privées, des capitaux américains ou d'entreprises chinoises, TikTok, et l'objectif n'est pas il est pas vertueux. L'objectif, il est de vous faire rester, de vous faire cliquer, de consommer de la pub, voilà. Et on se rend compte que, notamment pour les plus fragiles, les plus jeunes, ces algorithmes peuvent être extrêmement dangereux. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui dans nos sociétés qui a commencé avec l'Australie. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Le texte est en train d'être voté en France, il a été voté par l'Assemblée, il a été voté par le Sénat dans une autre forme et il s'appliquera peut-être à la rentrée dès septembre. En septembre en France, une loi dira peut-être les réseaux sociaux, c'est interdit aux moins de 15 ans. Alors, ça n'empêchera pas les moins de 15 ans de les utiliser, d'utiliser un VPN par exemple, ou de créer un compte discrètement. Mais, moi j'ai beaucoup de gens dans ma communauté qui me disent « Ah mais ça sert à rien d'interdire les réseaux sociaux aux gens aux moins de 15 ans parce que tout ça est contournable, ça n'a aucun sens. » Moi je dis autre chose. Une société qui dit, en votant une loi, à sa population, que oui, exposer des moins de 15 ans aux réseaux sociaux en raison d'algorithmes hors de contrôle et qui proposent tout et n'importe quoi aux plus jeunes et aux plus fragiles d'entre nous, eh bien c'est dangereux. Donc nous, société, nous décidons de vous envoyer ce message, d'envoyer ce message aux jeunes, à la communauté éducative, aux parents aussi, et ça n'est pas vain. Parce que dans ce genre de débat sur mes mamans, moi je veux créer un compte Insta ou TikTok, ou je veux ma boucle WhatsApp avec les copains, les parents parfois ils sont un peu tout seuls aussi, ils sont un peu désemparés, et puis les copains, eux, ils font. Mais si les parents, ils ont une loi, si les parents, ils ont quelque part une société derrière eux qui dit, les parents, vous avez raison en fait, moins de 15 ans, c'est non. Eh ben, voilà, on a les conditions d'une société qui prend conscience que c'est pas parce que c'est accessible que c'est bon. Et moi, j'ai trois enfants en bas âge, et moi, je scrolle tous les jours sur ces réseaux, les Insta, les TikTok, et pourtant j'ai une consommation qui est plutôt liée à l'info. Je tombe sur des folies, quoi, de violence, de pornographie. Moi, je veux pas que mes enfants tombent là-dessus. Puis je veux pas non plus tomber sur ce que les gens disent de moi sur les réseaux quand c'est de la fake news. Par ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut les protéger de ça. Et donc, il y a une responsabilité individuelle. Qu'est-ce que nous décidons de consommer ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne vous y oblige. Sauf que ces algorithmes dont je parle sont si puissants et si vicieux que même si on ne vous y oblige pas, tout est fait pour que vous alliez consommer un contenu qui n'est pas fou. C'est là où la société doit nous aider aussi. Ouais. Et envoyer des messages. Donc, il y a des lois qui sont en train d'arriver. L'Europe s'est organisée pour qu'Internet ne soit plus un Far West, pour que les lois qui s'appliquent dans la vraie vie s'appliquent aussi sur Internet, pour que quiconque derrière un pseudonyme ne puisse pas dire n'importe quoi, quelles que soient les conséquences de ses propos. Voilà. Demain, moi je l'espère, je fais ce vœu que Internet soit une zone de droit, voilà, qu'on ait toujours le pseudonymat, parce que c'est important, les gens doivent pouvoir s'exprimer derrière des pseudonymes, c'est une liberté de parole, on doit aussi pouvoir témoigner de choses qu'on vit au quotidien, par exemple sans devoir forcément donner son nom. Moi je crois à ça, c'est important. Mais en cas de problème, si les gens violent des lois, voilà, eh bien on doit pouvoir aller chercher ces gens, et s'il y a des plaintes, que ces gens répondent de leurs propos, quoi. Voilà. Donc j'étais assez pessimiste il y a quelques années sur tous ces sujets, et j'ai l'impression que dans nos sociétés, à travers les débats que je viens d'évoquer là, par exemple l'Australie, premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans, la France qui embraye, d'autres pays aujourd'hui, je crois que l'Indonésie vient de le faire également, enfin il y a plein de pays. Je trouve que collectivement, on est en train de prendre conscience de ces dangers. Alors le seul problème, c'est qu'au moment où on en prend conscience, il y a un autre danger qui arrive, mais on ne va pas se relancer là-dessus parce que je vais rater mon train, qui est l'IA. Parce qu'au moment où on se dit, ça y est, ok, on a compris qu'il y avait des soucis là, avec ce sujet, on a une nouvelle révolution technologique qui arrive et qui va nous poser d'autres sujets. Et ben, c'est de la même manière. C'est toujours finalement le rapport de l'humain et de l'homme à la révolution technologique. C'est de la révolution technologique peut naître le pire et le meilleur. Et c'est à nous de nous organiser collectivement pour que ce soit plutôt le meilleur et pas le pire. Donc sur tous ces sujets, c'est finalement toujours le même réflexe. Merci de votre attention. Un grand merci à Samuel parce que voilà, il a tenu à la suite deux masterclass comme ça.
son tempérament incroyable. Il reprend un train, il est arrivé juste, il n'a même pas eu le temps de déjeuner, enfin peut-être dans le train, je ne sais pas. Et dans quelques instants, ici même, eh bien, ce sera la remise des prix de tous les candidats pour les prix éducation aux médias et à l'information. Et on a parlé tout à l'heure réseaux sociaux, interdire à 15 ans, etc. Il y aura demain après-midi un débat sur cette question.